Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux. Vous écoutez la fabuleuse histoire du catch américain, le catch par équipe, les tag teams dans l'histoire du catch américain, partie 2. Lors de notre dernière émission, nous avons couvert en gros de 1901 à 1999. Aujourd'hui, on parle de 1999 à aujourd'hui. Je suis Norbert Feuillant, c'est @Norbert Feuillant sur Twitter. Je suis avec Rabi Mentor. Comment ça va, Rabi ? Salut, ça va et toi? Eh ben super bien, super Ouais. bien. C'est cool de faire FHCA, c'est bien FHCA, les gens nous avaient réclamé. Oui. Alors on enregistre cette émission 3 jours après avoir enregistré la première partie, donc on est le 13 de type septembre 2018. C'est @FHCA Podcast pour nous suivre sur Twitter, #FHCA, pour parler de l'émission. Pas de barbe blanc aujourd'hui, il n'y a pas eu de mail depuis, on le salue, il n'est pas venu. En revanche, Céline est avec nous pour assister à l'enregistrement, comme d'habitude. Comment ça va, Céline ? Oui, bon d'accord, c'est la Céline Nexus en force aujourd'hui. Vous pouvez également vous réclamer de la Rabivolution et de la Feuillant Foundation, entre autres. 1999, on va commencer tout de suite, la pied au plancher, bille en tête, tout ça. On avait terminé en disant que à No Mercy 99, tout va changer pour le catch par équipe et vraiment un combat, le premier combat d'une sorte de série de matchs qui va durer plusieurs années, qui va réellement être révolutionnaire dans l'histoire du catch américain. C'est le Brood à l'époque, Jeff et Matt Hardy contre Edge et Christian, Rabi, dans un combat de l'échelle. Et ce combat a changé la donne sur la scène par équipe. Eh bien oui, figure-toi. On n'aurait pas cru comme Non. ça à l'époque. On se serait pas dit que tout changerait comme ça du jour au lendemain. Et pourtant, Edge et Christian et les Hardy Boys ont créé un genre qui encore aujourd'hui fait des émules. Des émules, des Shaza, des Sheraza, Ouais, des Bitorans, Ouais. des absolument. Kaza, voilà, c'est ce que je Voilà, fais, oui. Mhm. Il n'a pas si mal vieilli ce combat en plus. Il est plutôt pas mal. Mm. Et, alors, fait marquant, déjà, c'était un petit peu un nouveau sang injecté dans la WWF. On leur a donné quand même une belle plateforme pour faire un chouette match, 16 minutes 40. ce que ne faisait pas WCW quand même la plupart du temps. Et surtout, WWF a écouté le public, car c'est, de mémoire, la première standing ovation d'un public à la fin d'un combat. Tu crois chez WWE? Ah oui. J'ai pas le souvenir avant d'avoir entendu, et même depuis, il y en a eu très peu. Il y a eu ce bon vieux Chris Benoit au Royal Rumble 2003 après ce match pas terrible contre Kurt Angle. Mais oui, les Hardys, qui gagnent? C'est les Hardys, Oui, monsieur. c'est ça. Et il me semble que, oui, Edge et Christian restent dans le ring un petit peu parce qu'ils ont perdu, ou je sais pas si les 4 sont dans le ring, mais il y a une standing ovation en fait. Et c'était l'époque où en fait Vince McMahon écoutait son public. Et il a fait, je pense qu'il s'est dit, oula, Il y a un truc à faire, il y a un filon à exploiter. Un petit peu. complètement. Et faut dire qu'à l'époque, c'était le premier combat, je pense, par équipe De l'échelle. De l'échelle. Je crois Alors, bien. en tout cas, le premier vraiment mainstream. On va pas, je sais pas, dans les promotions indépendantes si ça s'est fait ou pas. Venez pas me sortir. Si, dans une promotion là-bas, là, dans le Kentucky, ils ont fait. Bon, ouais, sûrement. Mais voilà, et puis c'était quand même 4 catcheurs très excitants. Les Hardy Boys, Ils avaient la santé à l'époque. ils avaient la santé, Ah ouais. ils étaient beaux, charismatiques, les filles elles aimaient bien, les garçons aussi d'ailleurs, parce qu'ils avaient quand même un côté très mystérieux, Ouais. comme Edge et Christian d'ailleurs, parce qu'avant d'être des bouffons, dans le bon sens du terme, buffoons, ils étaient aussi très mystérieux. Edge était très mystérieux au départ, Christian aussi, qui ne disait pas un mot. Ça va leur donner vraiment un coup de fouet déjà à ces deux équipes. Et puis une troisième équipe va venir se greffer. Et oui, les Dudley Boys, que j'ai quand même oublié de citer quand je parlais de ECW lors de la dernière émission. Dudley Boys qui vont débouler de CW et qui vont populariser quelque chose qui vient de CW, c'est passer des gens à travers des tables. Ils vont vachement plus se populariser que Public Enemy chez WCW. Et Bob Ray Dudley va aussi commencer à s'attaquer à des femmes, qui va passer à travers des tables, etc. etc. Et va s'en suivre de No Mercy 99 à. Voilà, il y a un match au Rumble, un match de table, les Hardy Absolument. Boys au Rumble 2000. Ouais. Les Hardy Boys contre les Dudley Boys. Et après, on tente un truc, un three-way par équipe, avec un match de l'échelle à WrestleMania
2000 qui sera le meilleur match du show. C'est pas dur. Hmm. Faut dire ce qui est Donc, quand même. Edge et Christian, Hardy Boys, Dudley Boys. Voilà, c'était pas dur. Dommage, parce qu'il y a quand même sur le papier un Benoît Jericho Angle qui sur le paplard, tu fais waouh. Et puis en fait, c'était bien, mais c'était très décevant dans l'esprit parce que franchement, sur le papier, quand même, ça a eu de la gueule incroyable. Une stipulation pérave en plus. Bon, bref. Mais oui, le match est super. Le bump final de Matt Hardy est extraordinaire. Ouais. C'est vrai qu'il est d'une violence. Matt Hardy, il s'est pris des trucs quand même dans sa carrière. Wow. Ah, mais c'est pas quand t'as le bassin, c'est quoi, le bassin et les hanches qui fusionnent. Ouais. C'est qu'à un moment donné, t'es allé un peu loin dans ta vie. Le match est super. Et ça va nous emmener à SummerSlam 2000. Et pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, chaque année, là pas cette année en 2018, mais ça fait plusieurs années qu'il y a TLC. Chaque automne, non c'est en décembre, ouais. C'est chaque automne et c'est chiant, parce que nous on a le souvenir ému du premier TLC à SummerSlam 2000 qui était incroyable, d'une violence rare. Et ce match et celui de WrestleMania juste avant, et après il y aura WrestleMania 17, on y reviendra tout à l'heure, vont faire des Dudleys, des Hardys et Edge et Christian des stars de WWE grâce à ces matchs par équipe. Parle-nous de SummerSlam 2000, c'était quelque chose quand même. Ouais. C'est à regarder avec de la nostalgie et un œil un petit peu critique, mais ça fait mal de la voir quand même. Maintenant qu'on sait beaucoup plus de choses sur les coups de chaise dans la tête et les choses comme ça, Chris Benoit, Chris Nowinski, tous les catcheurs comme ça, là, je cite que ces deux-là, mais il y en a eu beaucoup. C'est très violent. C'est des coups de chaise dans la gueule non protégés. Bubba Ray Dudley est très fort d'ailleurs pour se prendre des trucs comme ça. Et pour les mettre aussi, parce que c'était un sagouin lui dans le ring. C'est des matchs qui ne doivent plus exister à mon goût. Aujourd'hui, faire des matchs comme ça, ce serait faire preuve d'une bêtise rare quand on sait aujourd'hui les dégâts que ça peut provoquer. Mais par contre, il y a quand même ce plaisir un petit peu malsain et je sais pas, t'as l'impression de regarder vraiment un accident de voiture, ça n'arrête pas quoi. C'est des bumps partout, des tables qui se pètent, des coups de chaise dans la tête, dans le dos, ils bumpent dans des échelles, c'est... Bubba Ray Dudley et Matt Hardy aimaient bien monter tout en haut de la plus grande échelle, se faire pousser à l'extérieur du ring à travers 4 tables, ça c'était un kiff pour eux. C'est un truc, chez les Hardys et les Dudleys, on aime bien faire ça, au repas de famille, comme ça, on tombe du toit, on rigole, on se fait électrocuter. Tout ça, c'est des trucs rigolos. Bref, c'est des matchs à voir, très clairement, mais il faut absolument pas se dire quand on les regarde, ah putain, dommage qu'on puisse plus les avoir aujourd'hui. Parce que c'est des matchs, regardez Edge, out, blessure à la nuque. Christian, out, commotion cérébrale. Devon Dudley, bon lui il s'en est bien tiré, il est agent aujourd'hui. Les Dudley Boys s'en tirent bien, ouais. Jusqu'à quand, par contre Parce que le jour où ça te tombe dessus, je pense que ça va faire zazar. Matt Hardy, on l'a dit, le pauvre, il peut plus marcher, voilà. Et Jeff Hardy qui est dans une forme physique malgré tout assez moyenne, en sachant que c'est des gars qui sont guère plus vieux que moi. Ils ont entre, 5 et 10 ans de plus que moi à tout péter. Et ils sont cassés de partout, ils peuvent plus catcher. C'est des matchs qui ont raccourci leur carrière. Jeff Hardy, ça commence à se voir là. Ça commence à se voir. Ouais. Ouais. Ça l'empêche pas de prendre des Swanton sur le prône. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Mais après, bon, il fait ce qu'il veut. C'est son dos. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais oui. Après, par contre, voilà, ça a redonné un coup de fouet terrible à la division par équipe. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait d'autres équipes. C'est ce que j'allais dire. Côté. Qui n'ont pas touché. Peut-être la seule équipe qui a pu toucher un peu la popularité, ça va être Too Cool. Mais vraiment, il y a quand même. Voilà, parce qu'à l'époque, il y a d'autres équipes. À WrestleMania 2000, c'est une catastrophe, la scène par équipe. À part Edge, Christian, les Hardys et les Dudleys, t'as comme Steve Blackman et Al Snow. Il y a TNA, donc Test et Albert, avec, bon,
qui ont lancé Trish Stratus, on peut dire ça quand même. Oui. Hein, c'est marquant malgré tout. D'Lo Brown et le Godfather, enfin c'est vraiment... Il y a D'Lo Brown et Chaz aussi à une époque. Il y a Kane X-Pac un peu avant aussi. Oui. C'est Lowdown. Lowdown, c'est plus tard, je crois. Oui, non, c'est en 2000. 2000, T'as raison, 2001, ouais, c'est 2000-2001. Il y a le Rag to Censor qui vient se greffer en 2001, de fin 2000, début 2001 là-dessus. Bon, c'est des équipes, si t'as pas regardé à l'époque. Dans l'histoire, il n'y a rien. Bon, Il y a pas Trish Stratus. et tout cool. Oui, Tout cool, c'est quand même. tout cool, Voilà, oui, t'as c'est le raison seul, là-dessus, en ouais. effet. Ils étaient Qui over, a vraiment marqué quand même à l'époque. Ils étaient mais, d'une overness. Et Rikishi, ça lui a donné un coup de fouet à sa carrière, ce truc. Ah oui, oui. Ouais. Et il faut quand même se dire que je pense que Tout Cool, on se gargarise aujourd'hui de la popularité du Shield. Tout Cool débranlait le Shield en overness. Peut-être. Je pense qu'à l'époque, de toute façon, tout le monde était over dans ces shows. C'est bien ça qui sauve l'attitude des Rats. Alors, eux, c'est des overachievers, Tout Cool. Les Ah trois, oui, hein, oui, c'est pas Brian Christopher qui avait beaucoup de talent, mais la drogue. On en a parlé dans Scott voilà. Taylor était pas mauvais. Pas mauvais. Il était pas mauvais. Mais c'est vraiment des overachievers. Oui, complètement. Ouais, ils ont pris du caca, comme on dit. Chicken shit. Voilà, c'est ça, into- chicken salad. ouais, C'est voilà. ça. Ouais. J'apprécie plus de les voir aujourd'hui d'ailleurs tout cool qu'à l'époque. À l'époque je pouvais Mm. pas les encaisser, il y avait de l'attitude à côté, tu les vois arriver, tu finis. Ouais, c'est pour les enfants. Ouais. Voilà, j'ai plus 10 ans, les Bushwhackers, ça suffit un petit peu. Aujourd'hui, bon, ils étaient fun quand même, c'était rigolo. Mais ça reste quand même, voilà, 3 équipes et demie, allez 4 non, parce que tout cool, ils étaient quand même très over, ils étaient pas dans ces matchs-là, mais ils étaient très over. Big Boss Man et Paul Buchanan. Ouais. Raven et Taz, fin Ouais. 2001 aussi. APA, qui était toujours là. Ah, c'était over aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais. Voilà, on donne beaucoup d'équipes, mais il y en avait quand même 4 qui survolaient le reste. Et APA qui peut peut-être viteuf se greffer au truc. Les Headbangers, c'était déjà plus là, voilà. Mais c'était quand même le vide intersidéral à côté de ça. Même si c'est vachement mieux qu'aujourd'hui quand même, parce qu'au moins il y avait 4 équipes qui étaient super over et talentueuses aujourd'hui. Chez WWE, t'as... Ouais, bah, cela dit, c'est bien aussi. T'as les Usos, t'as The Bar, t'as le New Day. Attends, dans les vraies équipes, hein, on va pas parler d'Ambrose et Rollins, c'est cool. Ziggler, McIntyre, c'est pas mal aussi, mais c'est une vraie fausse équipe. Alors le Shield, c'est quand même une vraie équipe, je pense. Hein. Moi, je les mettrais dans une vraie équipe. Ouais, mais On va en parler en fin ouais, d'émission. mais ils vont être poussés en singles quand même derrière, tu vois. Ouais. C'est plus. Même s'ils ont été poussés en singles aussi, la plupart derrière. Harper Rowan, en ce Ouais, moment, ouais. au moment où on vous parle, en septembre 2018, Rowan est blessé. Il n'y a plus rien. Puis il n'y a jamais rien eu vraiment après la White Family. Il y a le Revival. Oui. Voilà, les boulangers, mais bon, c'est pas. À l'époque, c'était vraiment un événement de voir un match par équipe. C'était un truc, on était content. Tu voyais Jay Christian arriver et les Hardys, putain, avec Lita. Lita qui a bien donné de l'overness aussi aux Hardys. Non, c'était un vrai truc. Et surtout, le moment le plus. Un des matchs par équipe les plus importants de l'histoire du catch américain, c'est WrestleMania 17. C'est le deuxième TLC où ils sont carrément à 9 dans le match. Il y a Rhino qui est avec Jay Christian qui arrive. Spike Dudley est arrivé de CW également. Et Lita qui devient une superstar. Au même point que Edge et Jeff et Matt Hardy finalement. C'est vraiment ce match-là qui va lancer la carrière de tout le monde. Oui, mais Ouais. en fait, ça lance la carrière et ça sonne le glas d'une période dorée, justement pour ces 3 équipes. Puisque derrière. Bon, attends, on va parler du match d'abord qui est extraordinaire. C'est peut-être un des meilleurs Spotfest, le meilleur Spotfest de WWF ever. Ça n'a pas vieilli. Enfin, pour l'avoir revu récemment, vraiment, Ah ouais, c'est toujours hyper bien, c'est bien rythmé. Il y a un mini fucked up, et encore, je trouve pas que ça gêne plus que ça. C'est non-stop pendant 15 ou 17 minutes, je sais pas combien ça dure, trop, très certainement. Pour eux, les pauvres, tu dois sortir un match comme ça doit être d'une violence absolue. À voir, tout ce qui est WrestleMania 2000, SummerSlam 2000 et WrestleMania 17, c'est un triptyque. T'as envie d'employer ce mot-là, triptyque la dernière fois. C'est bien, j'essaie de le ressortir assez souvent, mais c'est très dur à ressortir. C'est 3 matchs qu'il faut voir. Et c'est les 3 matchs vraiment qui représentent vraiment un âge d'or pour le catch par équipe chez WWF, qui après va s'arrêter, puisque rage. on va WWF va se dire et si on les pushait pas en singles un petit peu ces mecs-là. C'était Edge de projet depuis le départ, hein, de toute façon. Voilà. Edge qui va gagner le King of the Ring 2001, Jeff Hardy qui commence à gagner des petits titres par-ci par-là en singles, il va battre Triple H viteuf pour le titre intercontinental printemps 2001, Matt Hardy qui va être champion européen,
Les Dudleys qui vont se retrouver comme des cons. C'est clair. Alors qu'ils étaient hyper. Bon, bref. Parce qu'ils ont pu les copains pour en mettre dans la gueule. Je sais même plus ce qui se passe. Et en plus, il y a l'invasion derrière, donc en plus, c'est le bordel. Il y a un cage match à Summer Series 2001, les Hardys contre les Dudleys. Ouais. Qui est pas mal. Super finish. Passe pour un con, Jeff. Ouais, un petit peu, ouais. Mais mais le finish était bien. Si vous voulez voir un super match par équipe aussi en cage, on vous encourage à regarder Undertaker et Kane contre Canyon et DDP à SummerSlam 2001. C'est le pire match ever. Là, j'ai lu la newsletter de Meltzer à propos de SummerSlam 2001. Et c'est vrai que ce match-là, j'ai relu le truc. Mais c'est un squash de 10 minutes, c'est terrible. C'est vraiment terrible à voir. Mais c'est l'unification, quand même, on parle de l'histoire du catch américain. C'est l'unification, les gars, on va en parler, du championnat tag WWE et du championnat tag WCW. Et c'est ça, c'est de merde infâme. DDP Canyon contre Taker et Kane. Et pourtant, sur le paplard, c'est cool aussi. Ouais, oui. Mais faut savoir que le pauvre DDP, il a été ramené chez WWF pour être le tapis à merde de l'Undertaker. Et de sa femme, par la même occasion aussi, puisque sa femme va piner. Sarah Taker a piné DDP dans un match, ce qui est hallucinant. C'est délirant. DDP, alors, c'est pas... C'était une des plus grandes stars d'Upside Up, quand même. Mais... Et après, ils étaient on n'a pas de star power. Mais le peu que vous avez, vous en faites n'importe quoi aussi. Ils sont complètement cons. Mais ça, c'est très important parce que l'invasion va mettre un frein quand même à la division tag justement 2001 parce qu'on va se concentrer sur cette merde d'alliance contre WWF. Et on parlait de Jeff Hardy, lui, il va feuder avec Rob Van Damme aussi, ça va lui servir. Voilà, c'est ça. Ils sont pushés en singles. Matt Hardy va être dans les limbes, voilà, le championnat européen, je sais pas quoi. Les Dudleys vont tourner et vont se mettre avec l'Alliance. Bon bref, il n'y a pas vraiment de division tag à ce moment-là, c'est un peu bâtard, on ne se comprend pas très bien, c'est nul. Et on arrive début 2002, et en fait, c'est Pourlingue quoi, parce qu'il n'y a plus rien. C'est quoi Pourlingue, je sais pas. Une définition de Pourlingue, s'il vous plaît. La définition de Pourlingue, c'est que je suis très fatigué, j'ai sûrement inventé des mots au fur et à mesure de cette émission, mais il me semble que c'est juste Pourlingue. Bon bref. On bourlingue, on peut bourlinguer. Ouais. Et on voit ce que ça pourlingue. Ouais, ça dope quoi. Ouf. Hein. On arrive début 2002, mais il n'y a plus rien quoi. Faut se rappeler quand même que début 2002, bordel, c'est Taz et Spike Dudley, il me semble qu'ils sont champions par équipe ou un bordel dans le genre. C'est pas joyeux hein, sur le papier. Et s'ensuit après une période de disette. Et il y a, excuse-moi Rabi, il y a SmackDown qui va arriver également, il se passe pas grand chose. En gros, de WrestleMania 17 à SmackDown, à la séparation des brands, il n'y a rien en gros les copains. À part, l'unification un peu historique, voilà, des deux championnats mais c'est pourri, on l'a dit. Et une de tes périodes de catch favorites de tous les temps, parle-nous du SmackDown 6, on est en 2002. Edge est toujours dans le coup avec Rey Mysterio, il y a les Guerreros, Chavo et Eddie, et Chris Benoit et Kurt Angle en équipe pour une équipe mi-face, mi-heel. Les Guerreros sont les heels, Edge et Mysterio sont les face. No Mercy 2002, après No Mercy 99, 3 ans plus tard, un autre combat mémorable et extraordinaire de Edge dans la division par équipe. On part de ce match-là, on parle du SmackDown 6 avec Rabi Montan. Oui. On est rentré 2002, c'est septembre 2002 à peu près. Paul Heyman est booker de SmackDown et il se dit moi j'aimerais bien avoir des bons catcheurs. Donc il se récupère Chris Benoit qui foutait rien à Raw en gros. Il récupère aussi Eddie Guerrero. Il est pas con quand même. Paul Heyman il est intelligent. Et il lance donc leur division tag pour avoir aussi les championnats tag. Vu qu'il y avait les championnats tag Qu'est-ce qu'il y a à Raw, attends, je suis en train de réfléchir. C'était les Un-Americans. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Booker T, Goldust, qui essayent absolument de battre les Un-Americans. Donc Christian et Ellen Storm. Donc rien de folichon, franchement. Non, franchement, non. Sur le papier, si vous regardez, il y a des chouettes équipes. Par exemple, en fin d'année, tu as Christian et Jericho qui vont être champions 2 ou 3 fois. C'est bien, Christian et Jericho en équipe. D'ailleurs, c'était très cool. Le nom non officiel, c'est Vitamine C. Mais ils n'avaient pas les droits, je crois, d'utiliser, voilà, vu que c'est trademark. Bref, à SmackDown, ils décident aussi de faire donc un tournoi. Et ils foutent Stephanie McMahon voulant, dans les storylines, la meilleure division tag ever. Elle est pas loin quand même dans les storylines d'avoir eu raison. Et ils décident de mettre Kurt Angle et Chris Benoit, en sachant qu'on sait très bien que ça va être assez court, et que ça va amener derrière à une feud, et ça a été très bien amené, c'était super.
Et alors là, bon, des matchs. Qu'est-ce que tu veux que. Hein, alors là, c'est l'équivalent. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça marche quand je parle de Raw en ce moment. Ou c'est, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est pas On entend pareil. le sourire, Voilà, ouais. il y a un petit sourire. C'est que c'était merveilleux. Il y a eu plein de matchs. À Kurt SmackDown, Angle ouais. et Chris Benoit, ça a fonctionné du tonnerre. En effet, comme tu dis, No Mercy 2002, le meilleur match tag ever chez WWF. Et d'ailleurs, l'histoire de Benoît Engel, c'est que ils essayaient d'être meilleurs l'un que l'autre. Hein, Ouais. dans leur équipe, ils essayaient d'avoir des performances meilleures et c'était super. Et ils n'avaient pas le droit de se foutre sur la gueule, sinon ils étaient suspendus 6 mois sans salaire ou un truc comme ça dans les storylines. Ce qui expliquait le truc. Mais oui, ce que Kurt Angle faisait, Benoît pouvait mieux le faire. Ah bon, t'as fait ça, mais moi je vais faire plus, machin. Oui, c'était très intéressant. Donc Edge et Mysterio contre Benoît Angle à No Mercy 2002, c'est génial. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Le meilleur match tag ever. Le meilleur en tout cas chez WWF. Series 2001, c'est carrément les 3 équipes. 2002, Series 2002. Pardon, 2002, oui. Les 3 équipes qui s'affrontent. Un peu court, mais c'est du bonheur. Ah, Scott Steiner qui Ouais. va faire un run-in pendant l'émission, pardonnez-moi. C'est un poil court. Il y a une équipe, voilà, je vais pas vous spoiler le match si vous voulez voir. Il y a une des 3 équipes qui sont en premier, vu que c'est un match à élimination. Et c'est dommage. C'est dommage, mais le match est vraiment super. Il y a toute une période de 3-4 minutes avant justement l'élimination de cette équipe qui est folle. Qui est folle. Super chaud, Series 2002. Super chaud. Oui, c'est Tout chaud, les oui. meilleurs sur la série ever hein, Peut-être bien, pour moi. il y a hein. des C'est, chances. Ouais. il y a comme SummerSlam 2002, SummerSlam 2002, Series 2002. Alors là, mais courez les yeux fermés, c'est de la Faites super attention qualité. en traversant. Oui, On a les yeux fermés, enfin, parce que mais chez vous. Voilà, en gros, vous prenez un mur, viteuf, c'est pas grave. Et donc voilà, le SmackDown 6, c'est hyper bien. Et puis ça continuera de toute façon après, même en singles, où que Benoît et Angle vont s'affronter. C'est pas le sujet de l'émission. Mais c'est, oui, non, c'est. l'époque dorée du catch par équipe qui. C'est la dernière. Alors C'est très la- honnêtement, en il y a fait. il y a, chez WWE, il n'y a que NXT depuis 2-3 ans qui va relever le niveau, mais après Rabi, il y a beaucoup de fausses équipes. On va pervertir le championnat par équipe parfois dans cette storyline que je déteste. Quand il y a un gros main event entre 2 main eventers et qui sont champions par équipe ensemble, ça, Michael Cena, Cena Batista, ça me partout. Et on a parlé parce qu'il va se passer quoi, franchement, de 2002 à Ouais, 2005 non. 6. Si, Il y a la résistance qui va un peu dominer la division tag. T'as les Dudleys qui vont regagner de temps en temps à Raw, t'as la Résistance, comme t'as dit, qui va dominer 2003-2004, mais paye ton équipe, ça pue du zob. Derrière, tu vas avoir des fausses équipes, tu vas avoir Edge et Benoît, alors c'est bien, hein, mais ça dure pas très longtemps. Tu vas avoir Kane et Big Show qui vont dominer pas mal de temps, le Spirit Squad derrière, Ric Flair et Piper qui seront champions par équipe quand même pendant une semaine avant de perdre contre Edge et Orton, Rated RKO. Alors, on nous a beaucoup parlé de Rated RKO Ouais. dans les mails de Blondin. Ouais. Pourtant, c'est très très court, mais après, vu que sûrement nos auditeurs ont découvert peut-être le catch avec, ben ça marque. Hein. Comme pour nous, les Beverly Brothers, tu vois, on en parle dans un autre genre. Oui, On bien n'a sûr. pas été marqué, mais tout le monde s'en fout des Beverly Brothers si t'as pas grandi en 91. C'est sûr. En 92, 93, quoi. Mais oui, non, il y a. Il y a que Et même, dalle. et même du côté de SmackDown, juste pour finir, j'ai pas le souvenir, comme je t'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il y a quand même Kenzo Suzuki et René Dupré, champion par équipe à SmackDown. Oui, t'as eu Kidman et London, comme tu m'as dit. Mysterio, sûrement, avec je sais pas qui aussi, a dû être champion par équipe. Je crois qu'il y a eu Mysterio et Van Damme à une époque à SmackDown. Il y a une D'où grosse ces équipe. dominos. Voilà. Alors, après ça, vers 2006-2007, il y a 2008 même, il y a une grosse équipe marquante, mais on va mettre WWE de côté pendant un moment, parce que pendant ce temps-là, en 2002 et jusqu'à aujourd'hui, il y a une équipe très marquante, parce qu'il y a TNA qui va ouvrir dans cette période-là, mais il y a, en catch par équipe, TNA, il va y avoir America's Most Wanted, qui va bien survoler la division tag pendant longtemps, et après... Puis Beer Money. Puis Harmony, je vais regarder Motor l'histoire. City Machine Guns. Attends, je vais regarder TNA Tag Team Title. Parce que j'ai une idée. Parce que Tag Team Championship. Alors, Chip. là, j'arrive pas à trouver. Puis il n'y a rien de marquant dans l'histoire du catch non plus. Enfin, c'est TNA, quoi, on en parle souvent, mais. Voilà. Mais en gros, t'as American Most Wanted, Beer Money, Motor City Machine Guns, tu vas avoir ces Generation Me, donc les Young Bucks, pour Qui ceux vont passer, ouais. pour ceux-là qui Il y a savent les pas. Dudleys qui vont remporter des championnats aussi. Oui, bon, ouais.
Et ouais, non, franchement, chez TNA, c'est pas qu'on n'aime pas TNA, c'est qu'est-ce que je veux dire sur l'histoire de Bah, TNA. après, Beer Money et MW, c'était bien, hein, c'est pas le souci. Hein. Mais ça a pas marqué, on va pas en parler pour en parler, c'est-à-dire que ça a marqué en rien, à part peut-être les matchs avec Daniels et compagnie, Oui, là, la en Battle cage. Friends, c'était très bien, ouais, ouais. Voilà, Ouais, ouais. les matchs en Triple cage comme X, ça. c'était cool. Moi, j'aime beaucoup Triple X, Loki, Alex Keeper et Chris Daniels. Je pense que tu préfères Free Life Crew. Ouais, Conan, Ron Killings et Kip James, c'est ça? c'est ça. Ouais. Et, Non, c'est pas Billy et Gunn. Road Dogg. Et Road Dogg, voilà. Et, mais il y avait Triple X avec Alex Keeper, voilà, Daniels et Loki qui vont vers des excellents matchs, Ouais. notamment contre America's Most Wanted. Ça, c'est à voir. Et ce qu'il y a à voir aussi, c'est l'équipe de Jay Styles et Chris Daniels chez TNA qui était magique, magnifique. Et il y a une autre équipe que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas marquante, c'est Jay Styles et Amazing Red. Ça m'amène à Ring of Honor, parce qu'il y a une équipe qui va débuter en 2002, c'est les Briscoe Brothers. C'est Jay et Mark Briscoe qui vont incarner le catch par équipe chez Ring of Honor. Et ils sont toujours bien over aujourd'hui, les Briscoe Brothers. Des gens simples. Surtout un des deux. Ah, c'est une équipe, c'est une équipe de badasses. Ils sont toujours badass depuis maintenant 16 ans qu'ils sont sur le circuit. Ils ont eu des petites périodes en solo, mais c'est quand même en équipe. Personnellement, je les préfère. Je pense que la majorité des gens les préfèrent en équipe. Là, à All In, avec leur maquillage et leur musique, là. Je vais pas dire ce que j'ai dit à l'antenne parce que c'était vraiment ça, là, quand même, ce que j'ai dit, mais ils avaient quand même des têtes de. Ils ont jamais l'air commodes, les Briscoes. Attention, qu'on soit bien d'accord. Hein, mais alors là, ils avaient l'air particulièrement quand même. Oula hein. Super équipe, des super promos. Hein. Souvent, tu nous en montres sur YouTube, vous pouvez en trouver facilement. Il Alors, faut bien comprendre l'anglais. Hein. Ouais. c'est compliqué à comprendre parce que, surtout quand c'est Mark Briscoe qui parle, oula. Ouais. Hein, mais les chicots, on sait à quoi ça sert quand même à un moment donné. À part manger, mais. Non, et puis des super matchs avec Steen et Generico, même si c'était bien trop violent, mais Ladder Wars, c'est. Ah oui, Ladder Wars, quel combat. Parce que Ring of Honor va produire un certain nombre d'équipes sensationnelles. Eux, ils vont pas faire comme WWE, c'est-à-dire mettre le catch par équipe de côté. Il y aura une vraie scène par équipe très très sérieuse tout au long de son histoire, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense notamment à Generation Next, qu'on produit quand même Harris et Roderick Strong en équipe. C'était excellent. Les Briscoe Brothers, on vient d'en parler, ils vont également faire un partenariat avec Dragon Gate. À une époque, il y a des matchs historiques, mythiques avec les Naruki Doi, Shingo, Masato Yoshino, Sima, dans des cartes Ring of Honor qui vont beaucoup faire parler, ça c'est à voir également. Il y a d'autres équipes qui ont été formidables. Le Kings of Wrestling, hein, Claudio Castagnoli, donc Cesaro et Chris Hero. La World Greatest Tag Team, qui sera chez WWE, on a oublié de les citer. C'est vrai, autant pour la nous. World Greatest Tag Team, tiens, eux ils sont un peu marquants quand même, parce que niveau Oui. workrate, excellent. Et ils ont été champions de WWE et Ring of Honor. Oui, j'y ai pensé tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié d'en parler. Oui, alors c'était une très bonne équipe, mais ils étaient quand même un petit peu fades. C'est ce qu'il a toujours manqué à Shelton Benjamin, un petit peu de charisme. Alors Charias, n'en parlons pas. Vu qu'à une époque chez WWF, quand un catcheur arrivait et qu'il n'y avait rien, on appelait ça je crois que c'était la Aspop. C'est ça, Il y avait un truc comme ça. Charlie Aspop, ouais. Ouais, parce qu'il n'y avait pas un bruit. Voilà. C'était la Rice Krispies Pop. Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Bon, bref, peu importe. Je crois que c'était la Rice Krispies Pop. Justement, parce que tu tends l'oreille pour les entendre crépiter et t'entends des trucs. Bon, bref, peut-être que je me trompe. Mais une excellente équipe au niveau workrate. Mais les deux, bon, sont un peu fades. Et ils étaient quand même, je trouve, mieux chez Ring of Honor. Et puis en plus, quand t'as Kurt Angle derrière, c'est un peu dur de briller chez WWE. C'est sûr. Chez Ring of Honor, et puis Shelton, il était gigantesque en plus, à côté des physiques un petit peu plus svelte, et moins malade que chez WWE. Et il paraissait comme étant bien mastoc. Hein. Mais chouette équipe, oui, par contre, oui, chouette équipe. Voilà, je voulais citer Ring of Honor qui ont toujours fait un super travail pour la division tag. On reviendra à leur plus grosse équipe ever après les Briscoes, avec les Briscoes dans quelques minutes. Chez WWE, il y a le retour de DX aussi, qui va marquer la division par équipe, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Et l'incarnation en question, c'est Shawn Michaels et Triple H. J'ai plus exactement les dates. Je crois qu'il y a eu 2 reformations. On te laisse nous en parler. Rabi, je sais que c'est avec grand plaisir. Non. Non, c'est pas bien. La première
reformation de DX sera de printemps 2006 jusqu'à janvier 2007, où Triple H a la bonne idée de se péter le genou une deuxième fois, au moins pour qu'on arrête DX, parce que c'était pénible. Qu'est-ce que ça marchait quand même, c'était Ah ben oui, c'était une machine à pognon c'est les plus dingue. grosses équipes de tous les temps. Hein, Ah oui, oui, ils y rapportaient de l'argent. Bon, c'est normal, c'est Shawn Michaels, c'est Triple H en 2006 qui se réunissent. Forcément, les gens étaient ravis. Ils ont fait des trucs marrants quand même. Hein. Je vais pas dire que tout était nul, mais c'était un peu rude à regarder quand même. Si t'enlèves l'imitation des McMahon par Triple H et Michaels, qui me fait toujours beaucoup rire aujourd'hui, Shawn Michaels en Shane, c'est vraiment quelque chose de fameux. Le reste à base de Vince M. Likes Cox. Voilà. C'était dur. Ouais. De caca, de pipi, de merguez, de saucisses phalliques, de choses comme ça. Du bonheur. Bon, c'était pas... Et alors, très honnêtement, les matchs non plus en 2006-2007, il n'y a rien de vraiment marquant. Ray Taylor Chaos, c'était pas trop mal, mais il se blesse au genou pendant le match, Triple H. Sinon, les 6 premiers mois, il massacre le Spirit Squad dans des 5 contre 2, 18 contre 2, la terre entière contre 2, c'est pas grave, DX, ils étaient plus puissants que tout le monde. C'est vraiment le début de la fin. Enfin, il n'y a vraiment pas de vraie équipe à l'époque. Attends, je regarde, mais... Non, il n'y a rien. Il y a les Hardys qui sont toujours un peu là, Kay Murdoch, on s'en fout. Viteuf, oui, mais c'est pas grave. Miz et Morrison, c'était pas mal. Miz et Morrison, c'était pas mal. C'était honnête, c'était rigolo. Leur petit programme court sur www.com, c'était pas mal. Il y avait Crime Time, voilà, bon, c'est une période pas très bien pour le catch par équipe. Hein. Voilà, les Highlanders. Bon. Rory et Robbie. Voilà, bon. Et puis, toutes des fausses équipes, de la merde. Mais Eddie X revient aussi SummerSlam 2009. Alors on a l'impression que ça a duré 6 ans à chaque fois, mais ça dure que 6 mois en gros à chaque fois. C'est quand même plutôt court. Ils vont être champions par équipe à TLC en décembre 2009. Ah là, où ils vont battre Jericho, excellente équipe. Super équipe. Excellente équipe, par contre, vraiment une chimie entre Jericho et Big Show à laquelle je n'aurais pas pensé parce qu'on était très déçus. Faut savoir que c'était Jericho et Edge les champions par équipe en été 2010. Voilà, on était tous comme des fous, quoi. Jericho Edge champion par équipe en 2010, c'était génial. Ce con de Edge qui se pète le tendon d'Achille, ça va faire un mal de chien. Là, tout à l'heure, je me suis pris un truc sur le pied, j'avais envie de chialer, mais alors oh là là. Bon, bref. Et Jericho remplace Edge par le Big Show. Alors je me rappelle, j'avais vu. Non mais c'est une blague. Il y a personne d'autre vraiment que le Big Show quoi. Et la magie a opéré. Ouais. Je me suis planté. Jericho était intouchable à l'époque. Tout ce qu'il faisait était incroyable. Oui, 2008-2010. Oui, c'est ça. Oui, c'est formidable. Et Big Show était super dans son rôle de mec qui était juste là pour mettre des coups de poing. Quoi. Ça a fonctionné très très bien. La feud contre DX c'est pas si mal. Le match à TLC est plutôt bien. Si vous voulez voir Jericho qui manque de mourir, n'hésitez pas à regarder ce match, un spot où il sera debout sur les épaules du Big Show, où il perdra l'équilibre et waouh. Lui, il est béni des dieux. Entre le gif que tu m'as montré l'autre jour de Mr. Perfect qui lui empêche de se briser la nuque sur un Lion Salt raté. La fois où il casse, voilà, c'est pour ça que j'avais cassé. La fois où il fait un Lion Salt où la corde se casse. Mais qui se blesse pas. Et là, ce truc où il est sur les épaules du Big Show, qui tombe à l'extérieur du ring, mais il perd l'équilibre, il se rattrape à peine sur la 3ème corde. C'est un truc qui est très dur à voir. Mais oui, le DX 2009, début 2010, ça passe. Les matchs contre Legacy sont pas si mal que ça. J'avais bien aimé. C'était pour mettre over Legacy un petit peu et amener à la fin de carrière de ce bon. Enfin, la fin de carrière. Bon, c'est pas l'émission pour en parler, bon, de Shawn Michaels. Hein. Le traître. On va pas parler du corps, on va pas parler de Santino Marella et Vladimir Kozlov, jouer des équipes. On va parler des différentes incarnations de Nexus. Hein. John Cena, David Otunga, Heath Slater et Justin Gabriel. Ah, c'était pas mal, remarque. Slater et Gabriel, c'était pas mal, mais c'est rien de marquant. On veut parler des équipes marquantes. Il y a Airboom qui était pas mal, mais voilà, rien, quoi. Jusqu'à 2 équipes qui vont marquer le catch chez WWE. 2 équipes, une fausse et une vraie. Team Elno et le Shield. Ça a relancé la carrière de Daniel Bryan, la Team Elno. Oui. C'était Kane et Bryan. Oui.
Ah oui, mais je suis complètement d'accord Super avec toi. storyline. Oui, ils pouvaient pas s'encaisser, ils se mettaient sur la gueule. Ils ont été obligés d'être en équipe. Et ils se sont découverts en fait des penchants tous les deux complètement. Alors c'est il hein, en plus. Hein. Personne n'est face dans l'histoire. Mais tous les deux se sont découverts des penchants sadiques pendant des petites consultations chez ce bon vieux Dr Shelby. Et ils ont découvert le pouvoir du hug it out. Voilà. Et c'était le truc le plus over du show où quand Daniel Bryan et Kane se faisaient un câlin. Bon, c'était mignon, c'était rigolo, ça relance complètement Daniel Bryan après son run de champion du monde un petit peu foireux où il perd en 18 secondes contre Sheamus. À WrestleMania. Eh oui. Bref. C'est, quelle bonne idée. Et ben, ça arrive en 2013, ça. Non, 2012. C'est quoi Team Elno, ils sont champions en 2012. 2012, c'est ça. Et oui, et le Shield arrive fin 2012, vu que leur premier match en pay-per-view, c'est Team Elno et le Ryback contre le Shield. Petite révolution, le Shield. Ah, mais Romain et Rollins, incroyable équipe. Énorme révolution. Faut être sérieux, c'est le dernier truc vraiment over de WWE. Depuis 2012, il n'y a rien qui a été... À part, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient créé quelque chose. Parce que oui, AJ Styles c'est over, oui, Brock Lesnar il est over, Undertaker il est over, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont créé d'aussi over dans le roster principal? Ne me parlez pas d'NXT. Qu'est-ce qu'ils ont créé d'aussi over dans les 6 dernières années? Et puis, le New Day. Et oui, on va y arriver. Oui, voilà. Non mais c'est parce que oui, le New Day, le Shield, c'est les deux seuls trucs dans mes souvenirs. Il y avait la Wyatt Family un petit peu aussi. Ouais, vite. Des super matchs Shield contre Wyatt Family. On parle de grands matchs du catch américain. Il y a 2014, oui, les Six Men étaient vraiment excellents. Et nous, on a un gros faible pour un projet avorté malheureusement de WWE, c'est le Brotherhood. Cody Rhodes et Goldust avec Dusty Rhodes, c'était quelque chose de... c'était frissonnant. Ils n'ont pas fait autant qu'ils auraient voulu faire. Ils ont fallu qu'ils perdent contre les New Age Outlaws, bien sûr, dans le kick-off du Rumble. Ils en faisaient déjà plus rien. 14. C'est dommage parce que c'était vraiment une très très belle histoire. C'était une belle histoire. Ils avaient tellement eu le moyen de faire de Cody une star à l'époque. C'était avec cette putain d'autorité où... il y avait eu, je sais plus, un truc où il pouvait se faire virer Cody s'il faisait pas ça, ou je sais plus. Il était revenu un petit peu, tu vois, un peu rebelle, je crois, dans mes souvenirs, ou quelque chose comme ça, quand ils battent le Shield pour le titre par équipe avec l'intervention du Big Show. C'est un des finishes les plus hot de Raw des 10 dernières années, très clairement. C'était hyper bien, et puis bon, ben oui, comme t'as dit. Tout ça pour que 4 mois plus tard, ils perdent contre les New Age Outlaws dans le kick-off du Royal Rumble. Oui. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Mais après, le Shield, par contre, aura fait Rollins et Reigns. En tag, c'était énorme. C'était une sorte de Jerry Show, en fait, dans l'esprit. Voilà, Roman Reigns, Barack et Rollins qui bump pour 12. Et les Six Man étaient vraiment énormes. Et ça a donné un 109... à toute la WWE, très honnêtement. Ça a relancé beaucoup, bien la scène par équipe et le vrai moment important ces dernières années, c'est le New Day qui, on en a un peu parlé dans les mails du Blondin lors de la première partie de l'émission, mais une véritable machine de guerre. Kofi Kingston, comment il s'appelle, Xavier Woods et Big E. 3 catcheurs qui allaient nulle part. Ah ça. Ils ont commencé, tu l'as dit lors de l'émission précédente de la première partie, ça allait nulle part. Faut se rappeler, comme tu disais, leur gimmick. Et finalement, ça a pris parce que ils ont trouvé une formule à 3 avec la Freebird Rule qui est très efficace et ils fonctionnent tous bien ensemble. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, en fait. On peut avoir des favoris. Mais j'arrive pas à savoir lequel est mon favori, en fait. J'aime beaucoup Xavier, moi. J'aime beaucoup Xavier, j'aime bien Biggie parce qu'il est quand même marrant. Et puis Kofi, quand il arrive en tapant dans ses mains, il n'y a rien à faire. Moi, ça me plaît beaucoup. Et alors, c'est très dur. Les entrées du New Day sont très chiantes parce que les 3 sont drôles. Mais pour regarder les 3 en même temps, c'est quand même très très dur. Moi, j'ai envie de leur dire bravo et de dire surtout bravo à Woods, qui, je pense, c'est quand même le cerveau derrière tout ça parce que le mec est quand même brillant. Il a un PhD. Pretty huge. Merci Friends. C'est vraiment une super blague ça. Et puis on l'a vu en plus. Hein ? Et puis on l'a vu en plus.
Ah, pas moi. Mais oui, ils ont réussi quand même à se créer quelque chose. Et Woods, il s'est quand même créé. Alors, le mot est très très fort, mais un empire sur YouTube, quand même, avec sa chaîne Up Up Down Down. Les Gonzes, ils étaient au salon de jeux vidéo à l'E3 pour affronter l'élite. Sur Street Fighter. Ils se sont quand même créé vraiment une brand, une marque. Le Woods s'est créé vraiment un truc à part entière en dehors de WWE, avec l'accord bien sûr de WWE. Faut pas être trop à cheval sur le kayfabe. Quand tu vois Rousseff et Roman Reigns qui sont en feud et qui sont en train de jouer à FIFA presque dans la même pièce, tout d'un coup tu... mais je sais pas trop. Mais non, le New Day, c'est... je suis pas fan des pancakes. Alors par contre ça, je ferai ça. Mais les trucs de licorne, le trombone, il était tellement over le trombone quoi. Quand il avait été cassé une fois, Francisca. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Quand il avait été cassé, Woods, et qui était inconsolable, tous les trucs qu'ils faisaient, ils étaient insupportables au début, et puis ils ont tourné face organiquement parce qu'ils sont trop teubés, quoi. Et ils ont trouvé leurs meilleurs adversaires, leurs plus grands rivaux, c'est les Usos, qui pour moi est une des meilleures équipes de l'histoire du catch américain. Ça fait près de 10 ans qu'ils sont là, les Usos, et il n'y a rien à redire. Non. Dans tout leur et on est plutôt, on va parler d'NXT dans un instant, mais on est plutôt dans une belle période, compte tenu de ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans le catch américain, rien qu'avec ces deux équipes-là, par exemple, aussi le Shield, etc., etc. Mais les Usos, c'est très sérieux quand même. Ils sont méga sérieux, c'est dommage, ils sont pas pushés. Ils méritent plus. Vous voyez ? Après, ils peuvent pas faire qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent. Rien, parce que c'est dur. Faire la World Tag League chez New Japan. Non, mais le problème, de toute façon, le problème de WWE, c'est ce sentiment d'avoir besoin constamment de tourner. Bon, alors, eux, ils ont été pushés pour un petit bout de temps, bon, on les remet dans la mid-card et on va pusher les autres. Bon, eux, ils ont été pushés, c'était votre tour, on va repusher quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'en fait, tu t'intéresses à personne, parce que personne n'est over, et que quand tu vois les Usos qui ont été super pushés quand ils ont tourné face avec le New Day, moi je dis, ouais, pour qu'ils perdent le titre et qu'on les voit plus. On les voit plus, les Usos, là. The Bar, on les a pas vus, voilà, pendant 4 mois. Je sais pas si on peut les inclure dans les équipes marquantes de The Bar. Pas encore, je pense. Mais on s'en rappellera, je pense, quand même, parce que c'est vraiment bien. Puis je le dis souvent, Cesaro, avec des mecs comme Edge, Davey Boy Smith, Chris Daniels, c'est vraiment des grands spécialistes du catch tag, du catch tag team. Voilà. Non, on les aura cités. The Bar, c'est bien, mais après, ils sont là, de toute façon, en ce moment, à SmackDown pour jobber, pour mettre English et Rousseff over, même si c'est peut-être plus pertinent de faire gagner Rousseff, qui va peut-être enfin avoir une ceinture s'ils battent le New Day, là. Voilà, vu qu'on est en septembre, il y a Hell in a Cell ce dimanche. Voilà, je pense que Hell in a Cell sera passé quand vous écouterez cette émission. Et vous saurez si Rousseff et English sont champions par équipe. J'espère, ce serait le moment, mais après, faire perdre le New Day déjà, peut-être pas non plus. Bon, bref, peu importe. Mais il n'empêche que oui, t'as les Usos, t'as le New Day, t'as eu le Shield, t'as eu Team Elno Rapidos. On a commencé en 2012 là. De 2012 à aujourd'hui, t'as 5 équipes, c'est ça ? Oui. Team Elno, Shield, New Day, il y a eu Usos. Cesaro et Tyson Kidd aussi qui étaient super avant le drame. C'était super, voilà, mais... Mise et mise out, c'était rigolo, voilà, mais c'est pas... Ouais. Quand tu fais un retour des New Age Outlaws, ça te sape un peu une moitié d'année quand même. Bon, bref. Ça, le truc, c'est que c'est malheureusement pas la priorité de WWE aujourd'hui. Surtout quand tu vois le talent qu'ils ont à disposition. Encore une fois, il y a le Revival qui fait dodo, quoi. T'as les boulangers, ils sont pas mauvais. Ils dénotent complètement dans ce roster de moins physique. T'as deux bêtes comme ça, et ils leur foutent Drake Maverick avec, là. Tu fais, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. Alors oui, ils ont l'air encore plus mastoc à côté, mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de... Bon, bref, peu importe. C'est dommage, ils pourraient faire bien mieux, mais après, bon, s'ils préfèrent mettre la B-Team champion par équipe, écoute, qui touchent leur cul, et puis... Voilà. Avant de passer à NXT et la petite révolution tag team de NXT, un moment marquant dans l'histoire du catch américain, c'est le deuxième souffle des Hardy Boys et leur retour à WrestleMania 33. Belle histoire, ça aussi. Superbe. Ils ont quand même réussi, on en a parlé dans le FHA consacré aux Hardy Boys, le Broken Universe qui a porté une tag team comme les Hardy Boys à de nouveaux sommets, malgré leurs limitations physiques. Et WWE qui s'est bien empressé de chier dessus. De bien chier sur le sommet, de bien le recouvrir de merde, histoire qu'on n'en parle plus. Et est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Bah oui, mais c'est tout. Oui, non mais voilà. Ouais. Faut se rappeler quand même qu'il y a 1 an et demi,
2 ans, c'était le truc le plus over du catch ricain, quoi. Ils arrivent chez WWE, c'est la folie pure, les Hardys. 3 mois plus tard, c'était déjà des gens comme... même pas comme nous, parce qu'on était plus over. C'est très compliqué, cette histoire. C'est quand même les rois de la pourlingue, un peu. Voilà. WWE, ils font quand même n'importe quoi. Ouais. C'est fou. Mais après, Will Hardy, enfin Matt Hardy, en tout cas, avait réussi à redonner vraiment du souffle aux Hardy Boys avec ce Broken Universe, que ce soit chez Ring of Honor, chez Impact. Et bon, vite fait chez WWE, quoi. NXT, parce que Triple H, lui, il s'en fout. Que Vince McMahon n'aime pas le catch par équipe, lui, il aime bien ça, apparemment. Lui, il aime bien les territoires et la NWA. Et il y a 3 équipes pour moi qui sont peut-être les 3 meilleures avec les Usos, in-ring parlant. Revival chez NXT, American Alpha et Undisputed Era aujourd'hui. Il y a beaucoup de grands matchs par équipe dans l'histoire de NXT, la très courte histoire DIY aussi. du nouveau NXT et DIY, évidemment. Oui, non, c'était génial. C'était des main events. En fait, c'est ça qui est bien dans les takeovers, c'est que t'as 5 matchs en moyenne, c'est ça. T'as 5 matchs, t'as 3 main events, quoi. Et souvent, le match par équipe en faisait partie. Ça faisait partie des matchs qui nous tardaient le plus de voir, parce que tu savais que t'allais avoir 20 minutes un quart d'heure, 20 minutes en haut, ce qui arrive très peu quand même dans le roster principal, et que t'allais avoir un vrai match par équipe, avec une vraie psychologie de match par équipe, avec le temps de mettre en place les choses, avec des vrais moves tag team, avec Dash Wilder qui allait couper le ring en deux et faire chier à l'extérieur du ring, J'adore ce catcheur, j'adore Dash Wilder. avec American Alpha qui était incroyable, qui était tout bonnement une équipe merveilleuse, DIY qui était mais tellement fou aussi, le Revival derrière tout ça qui était vraiment les gros sacs à merde, qui était parfait comme ça. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a peu d'équipes aussi incroyables que Strong et O'Reilly. Et eux ils sont fous. Triple H qui a pris ce que Ring of Honor fait de mieux. Il a pris les 4 mecs, il les a mis dans le même clan et on sait qu'Adam Cole est habitué il est champion par équipe avec O'Reilly. O'Reilly a été champion par équipe aussi avec Bobby Fish. Il y a Roderick Strong qui était un petit peu autour de ça, mais l'équipe, c'est Strong et O'Reilly qui, là, on vous parle en septembre 2018. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cette émission. Je ne sais pas comment on parle d'Undisputed Era dans l'année au cours de laquelle vous écoutez cette émission. Mais on est en train de vivre des combats entre les matchs contre le Moustache Mountain qu'on a vu, le trio de matchs qui était formidable, les matchs contre Oni et Lorcan. Non, Oni Lorcan et Danny Burch. Quelle équipe, bien, hein. Quelle équipe. Ah ouais. Quelle équipe. Bah, Roderick Strong il est foufou. Ah, Et O'Reilly, il est foufou. C'est une équipe de foufou. Hein. C'est là où tu regrettes, franchement, DIY contre Strong et O'Reilly. Et contre Ouais. American Alpha, ça aurait été très sérieux cette histoire. Hein. Même le Revival en face, parce qu'ils étaient pas loin de tourner face à la fin à NXT quand même, le Revival. Contre Strong et O'Reilly, je pense que ça aurait pu être bien old school. Avec un petit peu de modernité quand même bon, derrière. Mais oui, c'est la meilleure division tag du pays, je pense. Enfin, ils ont eu en tout cas, parce que c'est dommage, parce qu'à chaque fois ils les appellent là pour rien faire. Ils sont sérieux. Le Revival, qu'est-ce qu'ils branlent? Renvoyez-les à NXT, quoi. Et quoi d'autre? American Alpha, bon, Jason Jordan peu cher, le pauvre, bon, on va rien dire. Les boulangers, ils étaient bien aussi, là. Ramenez-les chez NXT, là, qui est une grosse division tag. Là. Moi, je pense que les Boulangers et le Revival chez Ring of Honor, ça pourrait être un total carton. Bah ouais. Non, mais ils sont fous, ils sont tarés, ces gens-là. Et ouais, il y a moyen d'avoir une pure division tag team, que ce soit NXT ou même dans le roster principal. Si tu les fais monter, fais les choses bien, quoi. Puis le Shield peut mettre over une jeune équipe aussi, c'est possible. Bien sûr. Possible. Bah après, là, à l'INSL, justement, bon, on en parle, vous l'aurez vu si vous avez eu le courage de regarder l'INSL, mais Ziggler McIntyre contre Ambrose et Rollins, moi j'achète. Hein. Ouais. Ça c'est bien. Ambrose, super équipe aussi. Ambrose Rollins, c'est très très bien. Ouais, c'est très bien. C'est très sérieux aussi cette équipe. C'est ça qui est dommage. Mais ils sont appelés, ils font rien, c'est des fausses équipes, des vraies fausses équipes pour faire des feuds derrière. C'est malheureux, hein. Parce qu'ils ont la qualité pour. Mais bon, bah ils veulent pas. Qu'est-ce que je te dis? À part Triple H qui lui il veut bien. Et là, bon, c'est bien le catch. Oh non. Bon, je sais pas. Avant de terminer cette émission, on a quand même une équipe à couvrir en long, en large et en
travers et on va commencer par la question qui tue, Rabbi Mentor. Non, ce n'est pas la plus grande équipe de tous les temps. Non, c'était pas exactement ma question. Oui, je vous écoute, Norbert Ferrin. Refais la question qui tue. Pour La question qui tue. Rabbi Mentor, fin chroniqueur, fin analyste. Quelle est, selon toi, Ouais. la place des Young Bucks dans l'histoire du catch américain? C'est très compliqué. Et je vais te dire pourquoi. Je vais vous dire, Norbert Ferrand, pourquoi c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué parce qu'en fait, ils sont en train de changer Les codes. les codes, donc en fait, c'est hyper bâtard. Si tu veux, déjà in-ring, je pense qu'ils ont quand même une bonne place. Ils sont facilement... c'est compliqué à dire, mais top 15. Allez, pour faire gros, hein, en pensant à toutes les équipes qu'il y a eu quand même dans l'histoire, ils sont top 10, top 15, minimum. Oui. Wow, putain, je dis au moins top 3, moi, les Young Bucks. Quoi. Oh, tu déconnes. Ah non, il y a je les t'assure. Hein, mais quand c'est t'as les Minute hallucinant. Express, les Rock and Roll Express, Ah les ouais, Road bien sûr. Warriors, Ah ouais, mais je les mets dans cette. t'as les dans cette- British Bulldogs, Moi, je non, les mets. c'est trop tôt. Attends, moi, je les mets dans cette veine-là. Enfin, Non, in-ring, Ring. est historique. Bah non, moi je trouve que c'est Putain, trop tôt. Les matchs chez Pro Wrestling Guerrilla qu'ils ont fait, chez Ring of Honor, C'est même, pas le souci. même chez New Japan, C'est pas la même influence parce que il fallait regarder pour savoir, si tu veux, c'est que l'influence historique des équipes susnommées. Moi, je trouve qu'on est là aussi. Hein. Non, les Tu- Young tu Bucks, vois- non, ils n'ont pas l'exposition nécessaire pour être historiquement parlant dans les top 3 ever. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que depuis Rock'n'Roll Express, je sais pas s'il y a eu une révolution comme celle que les Young Bucks sont en train de faire. Ouais, mais c'est pas une révolution vraiment par équipe, si tu veux. C'est eux, ils sont en train de changer les codes du catch tout court. Du coach oui, dépasse. Ah oui. oui, mais c'est pas un in-ring. Dans ce cas-là, ils font partie des catcheurs, par contre, les plus influents des 30 dernières années. Ça, il y a aucun doute. Parce que ils résistent à... c'est Astérix. C'est Young Bucks et Cody, c'est Astérix et Obélix, ce village d'irréductibles américains qui résiste à l'envahissement. T'as Jules César McMahon derrière, qui fait putain, il nous emmerde, c'est quoi la potion magique? C'est Pro Wrestling Tease, leur potion magique. Mais. Pour avoir plein de sous. Mais non, mais. En fait, eux, ils changent le business, si tu veux, c'est énorme. On est obligé d'en parler. Alors, qui sont les Young Bucks déjà, par exemple? Comment ça se présente? Alors, Nick Young et Bucks. Matt, Nick et Matt Jackson, nés en 19... Non, vas-y. Non, c'est une équipe qui au départ était simplement une équipe où on se disait, ils sont dans la lignée des Hardys, avant des Rockers, avant des Rock'n'Roll Express, c'est la même race, c'est un peu le truc, c'est un peu le triptyque Dynamite Kid, Benoit, Daniel Bryan, un petit peu dans ce genre-là, et ils sont devenus tellement over parce qu'innovants, complètement. Mais il y a un truc qui est fascinant avec les Young Bucks, c'est sur le long terme ce qu'ils ont fait au kayfabe. Comment ils gèrent le kayfabe, que ce soit dans Being the Elite, ou de pas le gérer, ou le casser, ou de le refaire, le selling de Matt Jackson. C'est pour moi la vraie révolution in-ring des Young Bucks. Tu vois ce que je veux dire? À côté du truc marketing, leur façon de gérer le kayfabe est tout à fait unique, et ça marche à mort, finalement. C'est peut-être un peu trop parfois pour nos esprits de vieillards, mais... Je sais pas si c'est la façon... Alors, très honnêtement, je sais pas si c'est la façon dont ils gèrent le kayfabe, mais la façon dont ils gèrent le business, en fait. Parce que le kayfabe... Oui, bon, il y en a quand ils ont envie, voilà, comme t'as Ils ont dit. leur kayfabe, en fait. Ouais, mais c'est... Ils ont quand même leur kayfabe avec Being the Elite, quoi. J'ai presque envie de dire qu'ils ont leur storyline. C'est plus que le kayfabe, parce que le kayfabe, ouais, quand t'as... Dans le même show, t'as des queues avec... Joey Ryan, on tape sur l'épaule de Jay Lethal et il devient un macho man, et qu'à côté de ça, t'as d'autres trucs un peu plus... C'est qu'ils arrivent à faire un mélange de genres qui marche déjà très bien, parce qu'il y a tellement de gens qui reviennent de WWE. Faut pas oublier que le désamour complet de WWE joue vraiment pour eux. Et en plus, ce qu'ils font dans Being the Elite, ben c'est bien. Ça qui est fou aussi, c'est qu'ils ont réussi à créer une... ce qu'on dit toujours, Les gens sont attachés à eux, tu veux dire. Oui, mais c'est quoi le mot que j'utilise Ils souvent? ont créé de Un l'intérêt. investissement personnel, voilà. Émotionnel, oui. Émotionnel, voilà. On est investi émotionnellement, enfin, pour ceux qui regardent et qui aiment bien. Après, Oui, si t'aimes pas, t'aimes pas. Oui. voilà, hein, on n'est pas obligé. C'est pas la dictature du bon goût. Non, mais voilà, ils ont réussi à créer des personnages, à créer des feuds avec leur programme d'un quart d'heure par semaine ou 20 minutes, ou je sais pas combien ça dure Ils ont exactement. fait des stars aussi avec Marty Scurll, Hangman Page.
c'est ça, c'est que Adam Page, avant il était sûrement très bon, déjà un petit peu over, mais en effet ils ont créé des stars. Marty Scurll, pareil. Cody, il s'est réinventé complètement parce que qui pensait un jour que Cody deviendrait qui il est quand il est parti de WWE? C'était un mid-carder at best. Il sortait de Stardust, là, voilà, comme ça. Là. Moi j'aimais bien en plus, mais bon, c'était pas le truc le plus fou de la planète. Et puis surtout qu'il a jamais rien fait pas à fond, hein, Cody, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Mais quand il avait fait sa liste là au début là sur Twitter des gens qui voulaient affronter, on était bon bah oui mais c'est Cody Rhodes, on s'en bat un peu le nœud. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire en 3 ans? C'est incroyable, en s'associant avec ces mecs-là qui avaient aussi une vision de business, parce que tout est un business, ils ont révolutionné la façon de faire du business, la façon de se marketer, de se promouvoir. Et c'est des mecs qui sont millionnaires aujourd'hui. Mais très bien, parce qu'ils ont bien bossé aussi quand tu vois Being the Elite, où ils font Japon, Ring of Honor, PWG, Japon, machin, ils sont toujours dans les aéroports. Bon, après, on va pas non plus pleurer à les gens, c'est mieux que d'aller à la mine. Oui, c'est une certitude. C'est pas le sujet. Mais ils se sont suffisamment cassé le cul pour en être là où ils sont aujourd'hui. Ils se sont créés tout seuls. Avec l'aide, bien sûr, de Ring of Honor, mais ils sont plus over aujourd'hui que Ring of Honor. Ils dépassent les promotions, les Young Bucks et Cody. C'est... ils ont, oui, changé les codes, mais du catch. Pas le catch par équipe, je sais pas. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que leur popularité, elle part aussi du fait, avant Being the Elite, que In-Ring, c'est sensationnel. Oh bah oui. Ils étaient populaires déjà avant de faire bien ça. Sûr. Ouais. Mais et là, ça dépasse l'entendement. De réussir à vendre 10 000 places en 30 minutes. Voilà, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même réussi à révolutionner quelque chose. Et c'est pour ça, surtout, n'y allez pas. Ça, c'est un message que vous entendrez peut-être dans quelques mois et vous ferez « Eh merde !» Mais quelle idée ils auraient de partir chez WWE aujourd'hui? C'est pas le moment, quoi. Vous êtes sur le point de commencer... Pour toi, c'est que le début? J'espère. C'est certaines personnes qui disent qu'ils iront jamais plus loin. Moi, j'espère pas. J'ai lu que Cody, il pensait déjà à All In 2. Il a dit dans une interview où il a dit j'ai fait une connerie, c'est que j'ai voulu tout faire de A à Z sur le show. L'année prochaine, je laisserai des gens faire. Délégué parce que j'en peux plus. Le mec, pendant All In, il a fini son match, il a posé la ceinture, il a fait alors le prochain match, il était en gorilla. Bon, calme-toi. Mais les Young Bucks, ils ont pris un mois carrément de break. Attends, t'imagines quand même. Bon. Et c'est fou, hein, parce qu'on parle des Young Bucks, on parle vraiment pas de leur catch. Oui, c'est vrai, j'essaye de faire, mais c'est pas possible. C'est difficile. C'est une version complètement moderne, améliorée des Hardys. Voilà, ils font plus de flips, ils vendent tout aussi bien quand ils ont envie, et quand c'est peut-être nécessaire, voilà. Selon la c'est tout le problème alors, on adore Jim Cornette, bien évidemment, lui, ça se catch, pas du catch. Tout dépend de ton public, encore une fois. Chez PWG, j'ai très peu vu, mais je suppose qu'il n'y a pas besoin de faire... Ce que tu attends, c'est de l'action non-stop. Quand ils vont chez New Japan, Matt Jackson, il a fait une Michaels 2002 avant de son dos là, pendant 8 mois. C'est brillant, c'est brillant. Matt Jackson, de show en show, il vendait de match après. C'était incroyable. Ça va trop loin. Et Nick Jackson à côté, qui catchait pour deux, qui était fou. Ah oui. En ce moment, Nick Jackson, il est... Je me demande si, malgré tout le talent qu'il a et toute la popularité, si on le sous-estime pas encore, Nick Jackson, tu vois. Non, je pense pas. Moi. Je pense que moi, je le mets avec Ospreay et Ibushi dans les meilleurs in-ring. Bon, bref, après. Moi, j'aimerais le voir en singles, en fait, pour voir ce qu'il peut faire exactement dans un match en singles. Après, c'est vrai que ces hot tags, ils sont spectaculaires. Comme on dit quand on regarde, il a la santé. Ah ouais, n'est-ce pas, c'est le meilleur hot tag quasiment de tous les temps, quoi, Nick Jackson. Quoi, tous les temps, je sais pas. Vous exagérez un petit peu, Lambert Il doit y avoir la Rock'n'Roll Express et les Young Bucks au niveau de tag. Ah oui, peut-être. Bon, après, je me rappelle pas de tous les hot tags, mais en tout cas, c'est vrai qu'actuellement, du catch par équipe que j'ai vu, et j'ai pas tout vu, c'est très clairement le plus excitant. En tout cas, l'autre là, qui saute partout là, tout le temps... c'est très joli, ça c'est très joli, et puis c'est très efficace, et puis voilà, ça ne manque pas, c'est gracieux, c'est agréable. C'est du catch moderne sans faire non plus n'importe quoi, des trucs que j'aime pas trop, parce que c'est vrai que par moment, par exemple Will Ospreay, j'ai parfois un petit peu de difficulté. Même si, alors, par contre, athlétiquement parlant, lui aussi, s'il a pas la santé, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais parfois, il un poil trop. Nick Jackson, je trouve pas encore. Après, c'est personnel, hein. Attention, c'est complètement personnel. Will Ospreay est formidable. Hein. Attention, voilà, c'est un peu chercher
je sais pas, un poil dans une blanquette de veau. Vous voyez, c'est quand même bon la blanquette de veau. Bon, on va chercher un poil, t'es sûr qu'il n'y a pas un poil? Non, je te dis, bon, bref. Mais pour en venir aux Young Bucks, moi, ce que je me dis, c'est que, et je trouve ça chouette, c'est de me dire qu'en fait, leur catch, je pense, ne sera pas oublié. Mais s'ils continuent dans cette lancée, on parlera même plus du fait que In-Ring, c'était une des meilleures équipes de tous les temps, mais que ça a été des catcheurs. Ça a été un collectif qui a vraiment changé les choses. Pour une fois, un t-shirt qui dit pas de la merde, quoi. Change the world, c'est pas un concept. C'est une réalité, ça a été concret sur un show, c'est concret sur le 2e au Garden en avril. S'il y a un All-In 2, j'espère pour eux que ça marchera autant, qu'ils continueront dans cette lancée, et de devenir, oui, une vraie alternative à ce qu'on doit se souper, et ce dont on parlera ce dimanche 21. Ce dimanche 21... on est le 13. On est le 16, donc dimanche 16, oui, voilà, pardon. Oui, dimanche 16. Je croyais que tu avais dit 18 tout à l'heure, mais j'étais non, on était le 11 septembre, il n'y a pas longtemps, j'ai rien compris. Moi. Bon bref, il faut que je dorme. Mais les Young Bucks, dans tous les cas, In-Ring, c'est très clairement une des meilleures équipes ever, et par contre, ça peut devenir la top équipe ever, la plus influente, qui changera quelque chose, croisant les doigts pour que ça marche, quoi, qu'ils continuent et que les fans ne se lassent pas. Nous, on peut pas faire grand-chose depuis la France, on n'est pas riche, on peut pas aller voir leur show. Moi, je serais au States et j'aurais un petit peu de thunes, oui, je me serais déplacé, je pense, jusqu'à Chicago pour payer une place, si j'avais réussi à en avoir une, parce que je pense que c'était très compliqué. Ouais. Ou alors tu l'aurais payé super cher sur le marché secondaire. Voilà, mais il faut encourager ce genre de trucs. Si vous en avez plein le cul de ce que vous propose WWE, parce que New Jap, c'est super, mais c'est majoritairement au Japon. Les shows qu'ils font aux États-Unis, c'est bien aussi, c'est pas le souci, mais ça reste une promotion japonaise. Si on veut que le catch américain, encore une fois, on peut pas faire grand-chose, nous, voilà. Mais si on veut que le catch américain change, on ne peut qu'espérer que les Young Bucks, Cody et tout le tintouin continueront dans cette lancée et que d'ici une dizaine d'années, on dira « Waouh, c'était les nouveaux Vince McMahon ». Mais moins fou. C'est là-dessus qu'on va terminer cette deuxième partie de la fabuleuse histoire du catch américain consacrée au catch par équipe dans l'histoire du catch américain. Les deux parties sont désormais, si vous écoutez ça sur YouTube, sur la chaîne C'est ça le catch, je suis Norbert Feuillant, c'est Norbert Feuillant. Au moment où je vous parle, je suis tous les samedis à 15h10 sur J1 pour New Japan Pro Wrestling et sur RTL Play en streaming, également pour les copains de Belgique. Rabi, merci pour cette deuxième partie d'émission. Repose-toi mon chaton. Oui, merci. Merci à toi. Merci aux auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous écrire et à nous aimer. Et c'est bien normal. Je rappelle que je vais lancer un sondage à un moment donné pour que vous décidiez du thème de l'épisode suivant de la fabuleuse histoire, la famille Rhodes ou la famille Hart. Céline, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous. Eh bien écoute, merci à toi. Mais non. Mais si. Voilà. @FHCA Podcast, #FHCA, @Norbert Feuillant, @Ravi Mentor, pour nous suivre aussi, @Sturricane, tous les autres de C'est ça le catch, à qui on fait un énorme bisou. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici la prochaine fois, soyez mignons. Adios.